face-à-face, le face-à-face, il est au-delà même de ça. C'est un face-à-face militaire de plus en plus inquiétant entre la Russie et l'OTAN dans son ensemble. On va découvrir un reportage très impressionnant de François-Xavier Ménage pour TF1. Il a filmé cet exercice de l'OTAN sur le flanc est de l'OTAN pour faire pièce aux Russes, et on va voir de quelle manière on se prépare à la guerre, côté russe et côté OTAN. Côté OTAN d'abord avec l'extrait de ce reportage. Des snipers sont positionnés, début d'un exercice d'infiltration en terrain hostile, sous le regard et la coordination des Américains. On observe les positions de chacun et comment ils arrivent à franchir les lignes. Au total, jusqu'à la fin du mois, 6000 soldats de l'OTAN déployés pour cet exercice XXL. Les positions ennemies dans cet exercice, c'est notamment ce char qui va être pris d'assaut. La progression se poursuit, sous le regard de collègues soldats allemands, eux aussi déployés. Déjà 3 heures de marche, dans cette forêt à quelques dizaines de kilomètres de la Biélorussie, l'allié de Moscou. Bernard Kouchner, vous êtes toujours avec nous. Vous avez été aux affaires. Voilà. Mais vous avez remarqué, je vous remercie. Merci. Et par la présence physique et par l'esprit. Bernard Kouchner. Je suis content de faire un effet. Vous étiez là même pendant la guerre froide. Vous avez été un opposant au régime totalitaire. Voilà. Est-ce que la menace aujourd'hui est comparable à ce qu'elle était pendant la guerre froide ? Pas du tout. Pourquoi ? Parce que l'un des deux, qui s'appelle M. Poutine, a besoin de cette victoire, en tout cas, l'a-t-il promis. Bon. Et que, pour le moment, comme son interlocuteur de demain ne s'intéresse pas spécialement à l'Ukraine et n'a pas, pour son prestige, ou même pas pour son prestige, n'a pas beaucoup d'intérêt à faire la paix tout de suite, même s'il l'a promis, et d'autant plus qu'il l'a promis d'ailleurs, et qu'il n'a pas respecté ses promesses en termes de délai. Je ne vois pas ce qui pourrait se passer. Enfin, c'est pas quand même parce que M. Trump parle à M. Poutine, M. Poutine à M. Trump que la paix se fait. C'est autre chose, cette guerre, quand même. Et pour le moment, si M. Poutine s'arrêtait, enfin, consentait à un début de pourparlers, même pas un cessez-le-feu tout de suite, qu'est-ce qu'il aurait gagné ? Il faut qu'il gagne. Michel Goyard, cet exercice de très grande ampleur, le reportage est impressionnant. On comprend là, c'est pas du tout l'exercice pour la caméra. Hein. Là, c'est vraiment un exercice de grande importance. Oui, alors là, on est en Lituanie, mais en réalité, on s'entraîne toujours. Hein. Vous avez 300 soldats qui sont en Estonie, par exemple. Ben, leur journée, c'est de l'entraînement. Hein. Oui, ils ont que ça à faire, hein, de toute façon. Donc, oui, on se prépare. Alors, il y a des exercices terrestres, on en parlera peut-être. Il y a plusieurs exercices navals aussi. Donc, on s'entraîne, oui, on s'entraîne dans tous les sens, ou plus exactement, on se réentraîne, parce qu'on avait un peu perdu l'habitude de tous ces exercices. Et donc là, bah oui, on apprend à nouveau, on a travaillé. De toute façon, c'est le quotidien du soldat, hein, de s'entraîner. Là, c'est pas la nouveauté. Alors, vous voyez des Allemands, ça c'est intéressant. Parce que les Allemands, et ça c'est une vraie révolution. Les Allemands font la guerre. Les Allemands, il y a une vraie révolution, envisagent de déployer une brigade complète hors de leurs frontières en Lituanie pour défendre la Lituanie. Et ça, c'est une révolution. Et expliquez ça bien, Michel. Oui. Vous avez été témoin, vous, de situation dans la guerre d'Yougoslavie où les Allemands ne voulaient pas se battre. On en était là. Ils ne veulent jamais se battre. Non, mais ça paraît incroyable. Des militaires qui ne voulaient pas se battre. Des militaires non pratiquants. Non, enfin, c'était les Allemands qui ne voulaient pas que leurs soldats se battent. La population allemande. Oui, bien sûr. J'étais en Afghanistan, une époque où les Allemands étaient en Afghanistan, dans le nord, à Kunduz. Et à un moment, il y a une citerne qui se trouve dans leur secteur, qui est prise par les talibans. Et les Allemands demandent aux Américains de frapper la citerne. Bon, les Américains frappent. Et en réalité, entre-temps, il y a la population qui a remplacé les talibans autour de la citerne. Et ça massacre 80 personnes. 80 civils. Bon. Et les Afghans avec qui j'étais me disent, mais c'est à côté de la garnison allemande. Là. Pourquoi si c'était super important, pourquoi les Allemands ne sont pas allés les chercher ? Ils ont envoyé une compagnie, et là, j'essaie de leur dire, mais non, les Allemands ne font pas ça. Ils ne prennent pas de risques, ils ne font aucune opération offensive. Et c'est là que j'ai compris aussi, d'ailleurs, que le mot pacifisme n'existait pas en dari, dans la langue afghane. C'est un concept qui leur échappait complètement. On ne peut pas traduire. Heureuse langue. Oui, mais pour vous, les militaires. Les Allemands ont fait beaucoup d'opérations, mais ils n'ont jamais mené une opération offensive. Et dernier exemple, quand vous avez un exercice, on parle des exercices de l'OTAN, mais jusqu'à présent, un camarade me disait, un exercice naval, s'il y a un navire allemand,
l'Allemand, le capitaine allemand a dans ses consignes, en cas de problème, tu t'enfuis. Si ça tourne, si ça devient sérieux, s'il y a des combats, tu décroches, pas de combat. Mais sur ce qui est devenu la défense, une certaine défense européenne, alors il y a le passif allemand, évidemment, ils ont un passif, bon, évidemment c'est épouvantable, enfin ça dit beaucoup de choses. Non, pour accompagner le propos de Michel, quand vous avez un chancelier nouveau, Friedrich Merz, qui à la fois célèbre la levée du frein sur la dette pour les dépenses militaires et qui justement propose et fait voter des dépenses qui vont faire de l'Allemagne un nouveau... mais monstre militaire en termes de puissance et de capacité, et que vous accompagnez cela de ces images, ça n'est pas anodin. Pardon, j'enfonce une porte ouverte, le journaliste a fait une demande et on lui a dit oui parce qu'on souhaite montrer ce que l'on fait. Et ça, c'est un message qui est envoyé à la fois à ceux qui se trouvent de l'autre côté de cette frontière que la Lituanie a avec la Russie, et c'est aussi un message qui nous est envoyé à nous. Et je pense que les soldats qui, comme le disait Michel, s'entraînent très régulièrement, s'entraînent peut-être ces jours-ci avec, je ne sais pas, je parle sous votre contrôle, une mentalité, une détermination et peut-être une nervosité un petit peu différente de celle de ces années passées, je ne sais pas. Oui, Friedrich Merz, un risque. Friedrich Merz a prononcé son premier discours au Bundestag il y a quelques jours et il a insisté sur le fait qu'il voulait que l'armée allemande devienne la première armée européenne en termes conventionnels. Mais j'ajouterais que si on revient un instant au coup de téléphone de demain Trump-Poutine et aux négociations d'Istanbul, il est le seul Européen à être un peu moins pessimiste que les autres. C'est-à-dire il est la seule voix à dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose, mais que quand même, ils se sont parlé. Oui, donc voilà. Des pas ont été faits. Des pas ont été faits, voilà. Et c'est le seul, c'est-à-dire évidemment, ni Emmanuel Macron, ni Donald Tusk, le Polonais, ni le Britannique, ont ce discours. Où en êtes-vous, Bernard Kouchner, de vos réflexions ? Sur ce même plateau, vous aviez fait, on peut dire, vous avez provoqué alors, des centaines, des milliers de commentaires quand vous aviez dit oui, il faudrait qu'il y ait des Français, des troupes au sol français sous certaines conditions, disiez-vous. Hein. Vous étiez favorable à ce que des Français aillent combattre en Ukraine. Non, ça, vous avez une mauvaise mémoire. C'était pas aller combattre. C'était au moment où le président de la République française a parlé de l'envoi éventuel, a évoqué un envoi de troupes françaises. On ne savait pas où, d'ailleurs. Est-ce que c'était à Odessa, est-ce que c'était en Ukraine, etc. Oui, moi, j'ai trouvé, à ce moment-là, pensant que c'était une façon d'aider, une aide supplémentaire, enfin, un geste fraternel supplémentaire qu'on adressait aux Ukrainiens, j'ai pensé qu'il fallait, en effet, penser à ça, et je l'ai dit. Et je ne le dirai pas maintenant. Pourquoi ? Parce que maintenant... la situation est plus explosive qu'elle ne l'était à l'époque et il faut se déterminer, vous venez en parler à propos de la Lituanie, frontière de la Lituanie, il faut se déterminer si demain ça se passe mal, je pense qu'il y aura des gestes à faire. Je ne pense pas que demain ça se passera, ça se passera de façon banale, je crois. Et dans ces conditions, on ne va pas envoyer des soldats pour les mettre où ? Pour aider les Ukrainiens sur le front du Donetsk, par exemple, à ne pas perdre. Pour le moment, ils tiennent, d'ailleurs, c'est tout à fait remarquable, mais est-ce que c'est ça qu'on veut faire ? Je ne le crois pas. C'est intéressant, hein, l'évolution de la pensée de Bernard Kouchner sur ce point. Oui, moi, il me semble qu'effectivement, c'était pas raisonnable d'envoyer des troupes au sol parce que c'était un acte de guerre. C'est-à-dire qu'on envoyait des soldats sur un lieu de guerre dont l'une des parties prenantes était la Russie, puissance nucléaire. Et il y avait un risque d'enchaînement qui était extrêmement inquiétant. Et c'est la raison pour laquelle aucun pays occidental, même les soutiens les plus affirmés aux Ukrainiens, n'ont fait cela. D'ailleurs, les Ukrainiens en étaient si conscients du danger qu'eux-mêmes ne le demandaient pas. Ce qui était bien la preuve qu'ils étaient peut-être plus responsables qu'on pouvait l'être en Europe. Mais si on revient à l'idée, la dernière état, c'est l'idée de troupes, comme on dit, de réassurance, c'est-à-dire qui seraient en retrait du front, qui ne seraient pas combattantes a priori, mais évidemment, si les Russes réattaquaient, qui devraient combattre. C'est là où on en était. Il est intéressant ce terme, troupe de réassurance. Dès que je l'ai entendu, j'ai trouvé ça absolument génial de jargon, parce que c'est une manière d'éviter qu'on ait ça
à l'image et à l'idée. C'est une manière de s'engager, mais tout en essayant justement, non pas de rassurer les Ukrainiens, mais nos populations, en disant non, c'est pas des troupes de combat, c'est pas des troupes de maintien, c'est des troupes de réassurance. Alors tout le monde reprend le terme de cœur, réassurance. C'est quoi la réassurance? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelle est la nature de cette mission? L'autre chose, si vous voulez, c'est que sur cette phrase qui avait été prononcée par le président français, je pense qu'il y avait cette idée, il était dans un moment où le concept qui lui était cher était celui de l'ambiguïté stratégique, qui consistait à poser des options sur la table sans dire lesquelles, tout en essayant d'être ou d'apparaître le plus déterminé possible, afin justement de dissuader l'ennemi. Je note au passage que Vladimir Poutine ne s'est pas posé les mêmes questions quand il s'agit de faire venir des Nord-Coréens face à des puissances dotées qui assistent et accompagnent l'Ukraine dans son effort de défense. Donc plutôt que de systématiquement essayer de deviner quelles sont les lignes rouges de l'adversaire ou de l'ennemi, il serait peut-être temps qu'on impose, je crois, les nôtres, si tant est qu'on en est. Oui, mais ce qui est inquiétant, c'est que même avec les positions très prudentes d'Emmanuel Macron, pour l'instant, il semblerait que les Russes ne veulent pas de cette force de réassurance. Je reprends les propres mots du président de la République. Il répondait à votre question, Darius Rochemin. Il faut des forces de réassurance prépositionnées loin du front pour dissuader la Russie d'attaquer. Donc vraiment, on peut difficilement faire plus prudent. Et moins dissuasif. Et voilà. Et même ça, il semblerait que la Russie ne soit pas prête à l'accepter. Ça montre bien qu'elle ne veut pas la paix. Ça montre bien aussi peut-être que les Occidentaux peuvent faire ces propositions avec d'autant plus de force qu'ils se disent que de toute façon, il y a peu de chances que ça se mette en place. La Russie ne voulait pas accepter non plus qu'on envoie les gilets pare-balles, qu'on envoie les armes en Ukraine. C'était toujours la ligne rouge pour eux. Donc, et la ligne rouge bouge toujours. Il y avait même d'autres cas pour les missiles. Les chars Léopard. Oui, vers les missiles livrés, tous les armements. Et c'est pour ça que c'est bien quand même d'avoir ces images aussi qui font un message fort à la Russie. Parce que Poutine ne comprend que la force. Et juste pour restaurer la justice historique, dans l'interview de Trump à Fox News, il a dit justement que Zelensky ne facilite pas les choses et si les chars n'étaient pas bloqués par la boue, c'est les chars russes viendraient déjà à Kiev en 5 heures et prendraient Kiev en 5 heures. Mais quand même, c'était les forces ukrainiennes, les forces armées ukrainiennes qui ont stoppé les armées aéroportées à la descente russe.